Bonsoir et bienvenue pour une séance de rattrapage des meilleurs moments du Club International de 28 minutes samedi. Au programme ce soir, des invités et du débat dans la joie et la bonne humeur évidemment. Et en fin d'émission, David Castello-Lopez fera son intéressant comme tous les samedis. Commençons sans plus tarder par un petit retour en arrière. C'était il y a un an exactement avec vous Valérie Brochard. Le 9 juin 2024, au soir des résultats des élections européennes, la France a vu la victoire du Rassemblement national et une cinglante défaite pour le camp d'Emmanuel Macron. Le président de la République dégainait alors l'article 12 de la Constitution et décidait de dissoudre l'Assemblée nationale. Il pensait renvoyer les Français aux urnes pour clarifier la situation, mais 6 mois plus tard, entre une assemblée morcelée, un Premier ministre censuré et l'arrivée de François Bayrou pas vraiment désiré, Emmanuel Macron a profité du 31 décembre dernier pour présenter ses vœux et une forme de mea culpa, rappelez-vous. Si j'ai décidé de dissoudre, c'était pour vous redonner la parole, pour retrouver de la clarté et éviter l'immobilisme qui menaçait. Mais la lucidité et l'humilité commandent de reconnaître qu'à cette heure, cette décision a produit plus d'instabilité que de sérénité et j'en prends toute ma part. Et Richard Verly, un an après la dissolution, rien n'a changé ? Bon, il y a une chose quand même qui est claire, c'est qu'Emmanuel Macron a perdu. Il a perdu son pari. Il a fini d'ailleurs par le reconnaître. Et ça, c'est quand même très important, parce que c'est ça, au fond, la ligne qui sous-tend toute cette année écoulée. C'est qu'Emmanuel Macron, il pensait reprendre la main, il n'a pas réussi à le faire. En plus, il y a eu l'épisode qui a suivi, c'est-à-dire la chute du gouvernement de Michel Barnier. Et donc aujourd'hui, on est un président qui, en quelque sorte, danse sur la balançoire géopolitique, qui est très présent sur l'international, mais dont on voit bien qu'il n'arrive pas à récupérer le terrain perdu en France. Birgit Holzer, Emmanuel Macron n'a pas repris la main, comme le disait Richard Verly, mais est-ce qu'il a même abîmé la démocratie ? Je ne suis pas sûre qu'il ait abîmé la démocratie parce qu'il a anticipé aussi une décision qu'il allait probablement prendre en automne dernier. C'était très attendu et je pense que sur un point, il avait peut-être raison. Il a surpris tout le monde, ah oui, ça. y compris ses soutiens. Y compris aussi son adversaire principal, le RN, oui, qui n'était visiblement pas très bien préparé à cette campagne des élections parlementaires et qui avait les fameux, entre guillemets, brebis galeuses, donc qui avaient des candidats qui abîmaient énormément l'image. Et donc, sur ce point-là, je pense que l'idée n'était pas si mauvaise que ça. Parce qu'effectivement, sinon, le RN aurait été peut-être un peu mieux préparé. Myriam Amellal, Emmanuel Macron a de fait perdu le pouvoir sur la scène intérieure. En tout cas, il n'y a pas de majorité claire. Est-ce que le Parlement a gagné du poids dans le fonctionnement de la démocratie française ou pas ? Est-ce que le pouvoir est passé au Parlement ou pas ? C'est un peu la cacophonie, ça reste un peu la cacophonie au Parlement, même si c'est vrai que qu'ils sont censés reprendre la main, mais le fait qu'il n'y ait pas... C'était l'occasion, mais ils n'ont pas su justement saisir la balle au bon, essayer de créer une coalition, de trouver justement une entente pour pouvoir justement prendre la main qu'on leur a tendu, en quelque sorte. Emmanuel Macron l'a dit, je vous redonne la parole pour trancher, etc. Mais le Parlement n'a pas su saisir cette balle au bon. Justement, Birgit Holzer, quand vous regardez ça, vous, en tant qu'Allemande ou en Allemagne, c'est la coalition, la base. Emmanuel Macron, lui, il l'a souhaité, il disait c'est aux députés maintenant de se débrouiller, de trouver une coalition. Ça veut dire qu'en France, au moins un an après, on sait qu'on est incapable de faire des coalitions. On est incapable, et puis dans 2 ans, effectivement, il y a 2027, donc je pense que ça pèse déjà beaucoup. Et puis on a vu en Allemagne aussi une coalition se briser. Mais pourquoi ça marche quand même en Allemagne ? Pourquoi est-ce qu'il y a quand même eu, même si ça devient un peu plus compliqué, il y a cette histoire, cette tradition de la coalition. Parce que le système contraint les partis à s'entendre, et donc on sait déjà aussi dans une campagne qu'on va devoir parler avec ses adversaires, après négocier. Donc il y a un autre le mode de scrutin aussi, la proportionnelle, qui oblige à... Bien sûr, et de plus en plus, parce qu'en Allemagne, comme en France, comme dans beaucoup de pays, les grands partis n'ont plus ce poids. Du coup, il y a beaucoup plus de puissance de partis ou de mouvements. Et donc, il faut effectivement composer avec ça, et je pense qu'on ne va pas revenir en arrière. Est-ce que ce serait son intérêt, Emmanuel Macron, de redissoudre ? Non, je ne crois pas que ce soit son intérêt, mais par contre, s'il y a, par exemple, sur le budget, qui est quand même le cœur de la vie de la nation, s'il y a une impasse budgétaire, eh bien, le fait de redonner la parole aux électeurs, je pense qu'on ne pourra pas lui reprocher. Ça peut être, dans ce contexte, justifié, mais franchement, le résultat risque d'être très difficile à assumer pour le pays et pour lui comme président. Le regard de Patrick Chapat sur cet anniversaire. Ben oui, on parle souvent de la solitude du pouvoir, mais on ne dit pas assez la solitude de la perte de pouvoir. Parce que moi, je le trouve bien seul, là, Macron, à sa fenêtre de l'Élysée. Il se morfond, il rumine.
1 an après la claque des législatives, même Brigitte lui file des baffes. Valérie, comme chaque samedi, vous nous emmenez rendre visite à l'un de nos chers voisins européens. Ce soir, on franchit les Alpes, on part en Italie à la découverte d'une TikTokeuse napolitaine qui vaut le détour. Hein. Oui, vous avez raison, Renaud. Je vous emmène à Naples, à la rencontre d'une nouvelle figure politique. Une personnalité qui n'a pas fait ses classes en distribuant des tracts sur les marchés, mais avec des vidéos sur TikTok. Rita de Crescenzo a plus de filtres que de réformes à proposer, mais qu'importe, avec ses presque 2 millions de followers et sa gouaille matinée de dialecte napolitain, eh bien, elle prétend pouvoir défendre la région autour de Naples et ses classes populaires. Écoutez. Ma non è che sta pensando anche lei di lanciarsi in politica? Sì, sto pensando di fare qualcosina, prossimamente. Magari in Campania, autunno? Sicuramente. Con l'aiuto di qualcuno che mi insegna, perché io, come ben sapete, non so niente, devo studiare un po'. Alors Rita de Crescenzo est née dans les quartiers populaires de Naples, passée par une maternité précoce à 13 ans et quelques épisodes judiciaires liés aux stupéfiants. Eh bien, elle diffuse depuis 2020 des vidéos de sa vie quotidienne, ses recettes de cuisine, ses trucs et astuces beauté, mais elle découvre en janvier dernier la puissance de son réseau. Après avoir publié quelques images de ses vacances d'hiver dans la très discrète station de Roccaraso dans les Abruzzes, eh bien, des milliers de Napolitains sont à leur tour venus descendre ces pistes de ski sur les traces de leur TikTokeuse préférée. Rita comprend alors instantanément qu'elle a de l'influence. Alors pourquoi ne pas la mettre au service d'une ambition politique? Aujourd'hui, Rita de Crescenzo a reconverti son parcours personnel en argument de campagne et propose entre autres de rétablir le revenu de solidarité supprimé par le gouvernement de Giorgia Meloni parce que l'influenceuse veut, je la cite, aider les gens qui ont eu des vies difficiles comme la sienne. Bon, alors à présent, Rita de Crescenzo gagne très bien sa vie, environ 12 000 € par mois. Mais elle n'est pas aussi transparente sur ses comptes bancaires que sur ses vidéos TikTok. Et quand le député de Naples, Francesco Borrelli, membre de l'Alliance des Verts et de la gauche, la soupçonne de ne pas toujours être très en règle avec le fisc, eh bien la TikTokeuse dégaine son téléphone portable et les menace. Sulla Pureno, c'è essere l'incubo tuo, da faccia boh. È venuto loro che ti distrughi a te, discimi da distrutto per Napoli, vengono loro che ti distrughi, da faccia boh. Ça change un peu des discours habituels, mais surtout ça plaît. Dans le sud de l'Italie, les plus pauvres n'ont plus d'aide sociale, ils n'empruntent plus le chemin des urnes, mais ils sont tous connectés sur TikTok. Les classes populaires pensent que Rita de Crescenzo peut les représenter, peut mieux que la gauche traditionnelle porter leurs revendications. Alors, elle n'est pas le premier exemple, loin de là, où le succès médiatique a remplacé le programme électoral. Gilles Gressani, que vous inspire ce genre de personnalité politique qui émerge d'un seul coup sur les réseaux sociaux? La première considération, c'est le sens de votre dernière question. Au fond, on connaît beaucoup de personnalités qui sont devenues personnalités politiques parce que c'était des personnalités médiatiques. Par la télévision, bon, aujourd'hui, on a... Notamment en Italie, Beppe Grillo. Non, mais avant ça, Berlusconi, la matrice fondamentale. Aujourd'hui, on assiste quotidiennement à une série télé à la Maison-Blanche, de Apprentice at the White House. On ne connaît pas encore de personnalités politiques qui proviennent directement de TikTok et des réseaux sociaux. Donc je pense qu'effectivement, c'est une chose qu'il faut observer avec attention. Le changement de médias de masse produit aussi effectivement des processus différents de politisation et elle en a une expression très très pure. Et deuxième point, qui à mon avis est très important, elle vient d'une région, d'une ville qui a un taux d'abstention très élevé. Parmi les grandes villes en Europe, c'est un des plus forts. C'est aussi une région, une ville qui fait de l'informel, de l'économie informelle, en fait une voie structurelle de la subsistance. Et donc, au fond, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle parle à des personnes qui n'ont pas forcément... Et oui, justement, qui n'ont pas accès à la politique ou accès aux urnes. Et chez Goursert, est-ce que ce type de personnalité peut ramener les abstentionnistes dans les bureaux de vote, dans les isoloirs? Tout est possible. Le problème, c'est qu'elle est aussi un exemple plus général de la société dans laquelle on vit, de cette culte de personnalité qu'on voit, mais même dans la politique. Les politiques qui utilisent quand même les réseaux sociaux de plus en plus, quel que soit
soit le pays. Après, elle, ce que vous avez montré là m'a fait beaucoup penser à Bukele, vous savez, le président du Salvador. Lui, les filtres dont vous parliez, c'était ses muscles qui utilisent beaucoup pour la communication, tout ce qui est réseaux sociaux également. Le problème, c'est que c'est pas parce que vous êtes bon en communication sur les réseaux sociaux que ça veut dire que vous allez être capable de prendre des décisions politiques. On l'a vu récemment aux États-Unis, même Kamala Harris, qui en quelques mois avait fait un énorme d'influence, n'a pas pu passer... Des politiques d'un nouveau genre qui sont à la fois avec et sans filtre en quelque sorte. Pierre Kroll se souvient d'ailleurs, il y a une certaine nostalgie pour une autre personnalité politique italienne du passé. Et oui, on ne l'avait pas cité, donc on voit arriver tout le temps des personnalités plus étonnantes et plus atypiques en politique. L'Italie s'en est fait une spécialité, je crois, parce que ces deux vieux là se souviennent de la Cicciolina. Ils trouvent qu'elle était mieux d'ailleurs. Nous sommes tous des employés, lui, c'est le big boss, un patron incognito au look de retraité endimanché, assis sur un matelas de 1200 milliards de dollars. I do not think it's a great idea to try and design a world where a few countries say, ha, we've won. C'est qui Warren Buffett, patron de Berkshire Hathaway, l'entreprise la plus rentable hors secteur tech? Avec sa fortune, il pourrait s'acheter environ 36 milliards de Big Mac, indigestion garantie. Gourou des investisseurs, chouchou des business schools, c'est la légende vivante du capitalisme. Pas n'importe lequel, un capitalisme patient, méthodique, obsédé par la valeur et le long terme. 70 ans à acheter des entreprises et les faire fructifier. À 94 ans, il prend enfin sa retraite. À la dernière minute de sa 60e Assemblée Générale, il a annoncé son départ devant son dauphin, le Canadien Greg Abel, 62 ans. The real GDP per capita, as when I was born, 6 times in one person's lifetime. We have a system that works. Flashback années 30, Omaha, Nebraska. À 6 ans, Warren, fils de député, vend des chewing-gums. À 11, il passe son premier ordre en bourse. À 35, recalé de Harvard, diplômé de Columbia, il rachète une usine textile en perdition pour en faire un géant tentaculaire. Assurance, ferroviaire, bonbons, énergie, ketchup. Il a investi dans Coca-Cola, Geico, tardivement dans Apple et renfloué Goldman Sachs en 2008. Son credo, acheter des boîtes solides, les garder très longtemps, ne jamais céder à la mode, d'où son refus des bulles internet, crypto et autres lubies. Pour lui, les États-Unis devraient chercher à commercer avec le reste du monde. Trade should not be a weapon. Prends-en de la graine, Donald. Warren Buffett a cofondé avec Bill Gates le Giving Pledge, un club de milliardaires pas comme les autres qui donnent au moins la moitié de leur fortune. Il a même déclaré plusieurs fois pouvoir et surtout vouloir payer plus d'impôts. Il vit dans la même maison depuis 1958, lit 8 heures par jour, boit du cherry coke et joue au bridge. Pas de yacht, pas de clash, pas de conquête martienne, sa folie, son unique jet. I'm having the time of my life. I mean, I get to do every day exactly what I like to do with people who I love and who seem to like me pretty well. And it doesn't get any better than that. Et finalement, pourquoi Buffett? Parce que c'est l'anti-Musk. Ketevan Gergestani, la retraite de Warren Buffett, c'est quoi? C'est une certaine histoire du capitalisme, une certaine page du capitalisme qui se tourne. En même temps, il a longtemps été dépeint lui-même comme un capitaliste, entre guillemets, sauvage. Et il est tombé sur plus sauvage aujourd'hui que lui, c'est ça? Il est peut-être tombé sur un capitalisme 2.0, un nouveau style qui n'est pas du tout le sien. Et notamment cette histoire de commerce et de guerre commerciale où il dit il ne faut pas que ça soit une arme. Et il était plus, lui, un capitaliste old school, si on peut dire, à l'ancienne, c'est-à-dire on ouvre tout, on enlève toutes les barrières pour le commerce, ce qui est quand même absolument l'opposé de ce qu'on entend aujourd'hui. Ceci dit, là-dessus, il est assez d'accord avec Elon Musk, parce qu'Elon Musk aussi, il est plutôt anti-tarif, de devient en tout cas de plus en plus. Oui. Et Juan José Dorado, est-ce que ça veut dire que du coup, cet ancien capitalisme peut-être pourrait revenir après Trump? Parce qu'on est, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, on le voit, les marchés financiers, le monde entier se pose des questions sur la manière de gérer l'économie de Donald Trump. Est-ce que ça pourrait revenir? Ça ne reviendra pas en tant que le capitalisme qu'on a connu quand il a commencé à créer ses entreprises à partir de 1930. Mais ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, il est un anti-Trump, en quelque sorte. Et puis, on voit aussi avec la reculade d'Elon Musk qu'effectivement, même ceux qui étaient derrière Trump commencent à se dire que ce qui est plus important que d'avoir du pouvoir politique, c'est de pouvoir continuer à faire du commerce. Et c'est dans ce sens où, effectivement, ce type de capitalisme pourrait revenir. Elon Musk, mais il y a d'autres dans la high-tech qui, effectivement, se posent des questions sur la politique commerciale aujourd'hui. Guilmi Ali, c'est justement aussi une image d'Amérique. À un moment, Buffett, on en parlait énormément, de cette image de l'Amérique gagnante des années 80. Et celle-là, elle est en train véritablement d'être effacée maintenant par la tech, notamment. Alors, sur 250 ans d'histoire des États-Unis,
la parenthèse de libre-échange est relativement courte. Les États-Unis est né dans une guerre commerciale. Le Tea Party, c'est quoi? C'est les tarifs weaponisés par les Britanniques et la réponse des États-Unis. Après, jusqu'à peu près le début du XXe siècle, les tarifs étaient le principal moyen de l'État fédéral de se financer. Donc, ils avaient besoin d'aller dans les... En fait, les frontières ont financé l'État. Il n'y avait pas de taxes sur les sociétés, il n'y avait pas de taxes sur le revenu. Et les républicains, qui sont aujourd'hui les champions de libre... et qui étaient les champions de libre-échange, dans les années 30, il faut voter les lois les plus dures sur les tarifs. Donc, et donc, la droite américaine était pour le libre-échange pendant un court durée. Maintenant, on revient vers la tradition de tarifs. Exactement. Merci, Gilles. Un dessin d'Éric Truand. Oui, et donc un capitaliste old school. On continue notre séance de rattrapage des meilleurs moments de l'émission et on commence avec cette actualité, le rapprochement entre l'Europe et le Royaume-Uni 10 ans après le Brexit. Valérie Brochard, c'est à vous. 9 ans après le référendum sur le Brexit, Londres et Bruxelles se sont retrouvés lundi dernier dans la capitale britannique pour conclure un partenariat stratégique sur la sécurité, la défense et même la pêche dans les eaux britanniques. Le Premier ministre travailliste Keir Starmer souhaite réinitialiser les relations avec l'Europe. Richard Verly, est-ce qu'il peut effacer le Brexit? Non, mais d'ailleurs il ne veut pas l'effacer. Rappelons quand même que les travaillistes ont une responsabilité assez lourde dans le résultat de ce référendum qui a eu lieu en 2016, puisqu'ils ne s'étaient pas vraiment mouillés pour l'Union européenne à l'époque. Donc non, je crois qu'il y a maintenant cette conviction au Royaume-Uni qu'il faut rester en dehors, mais par contre, il y a aussi la conviction que si on n'est pas arrimé de près à l'Union européenne et au grand marché, ça ne marchera pas. Donc le projet initial, vous vous souvenez du projet de Boris Johnson d'être le nouveau Singapour qui commerce avec le monde entier, ça ne marche pas. Il est évident qu'il y a un grand voisin, on en sait quelque chose en Suisse, ça s'appelle l'Union européenne et vous ne pouvez pas faire sans. Ils ont raison, certes, de se rapprocher tous les deux, et Europe et Royaume-Uni. Oui, parce que le contexte est différent de 2016, quand il y a eu le référendum du Brexit, ou de 2020, quand le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. Le contexte aujourd'hui, c'est qu'il y a des États-Unis de Trump qui devient de plus en plus isolationniste. Il y a une guerre qui est entrée à sa 3e année, l'Ukraine. Il y a quand même l'Europe et dans le monde entier, parce qu'en Amérique latine aussi, des politiques populistes qui prennent de plus en plus de place. Et donc c'est vrai qu'on essaie de trouver plus des alliés que des ennemis. Et donc c'est normal que le Royaume-Uni et l'Union européenne se rapprochent. Après, je suis d'accord avec ce que Richard disait, c'est-à-dire qu'une fois que quelque chose est cassé, même si vous la recollez, on ne reviendra pas en arrière. On ne reviendra pas. Dans l'opinion, il n'y aurait aujourd'hui que 30% de Britanniques encore plus ou moins d'accord avec le Brexit. C'est ça ? C'est vrai, et en même temps, moi, je signale une chose qui, à mon avis, est très marquante de cette séquence, c'est que pendant que Šefčovič, von der Leyen étaient à Londres, une visite assez banale, en fait, en réalité, l'intégralité des médias britanniques, que ce soit papier, site web, aussi audiovisuel, étaient totalement obsédés par ce qui se passait. En fait, c'est assez rare que quand Ursula von der Leyen se déplace quelque part en Europe, l'intégralité de l'espace médiatique ne parle que de ça. Donc il y a un appétit d'Europe. C'est pas tant ça. Moi, je pense que c'est encore une question qui clive énormément l'espace politique lui-même. Et en fait, en réalité, la chose qu'on voit, c'est qu'en 10 ans, l'Union européenne est passée complètement à autre chose, mais pas du tout le Royaume-Uni. Et on le voit avec aujourd'hui la présence de plus en plus importante politiquement de Farage, l'architecte du Brexit, qui est en train de revenir. Qui est assez étonnant, Richard Verly, c'est qu'en même temps, on voit 30% des Britanniques seulement maintenant soutiendraient un nouveau Brexit, et en embuscade derrière, il y a Nigel Farage avec son parti Reform UK, qui est un populiste anti-immigration, qui fait des voix aux élections municipales, qui a gagné un nouveau siège à la Chambre des communes. On dit qu'il peut faire une OPA sur la droite conservatrice. C'est étonnant quand même, parce que c'est lui le visage du Brexit. Oui, mais vous l'avez dit, il le fait son chemin sur un cheval de bataille qui est la lutte contre l'immigration, le rejet des immigrés, qui a largement déjà expliqué le résultat du référendum de 2016, et aussi il est porté par la vague Trump.
Donc, moi, j'attribuerai pas le succès de Nigel Farage au fait que ses partisans sont obsédés par le rejet de l'Union européenne. Non, je pense que simplement, il y a une vraie vague nationale populiste au Royaume-Uni. C'est nouveau, c'est un pays qui avait jusque-là résisté à ça, et il l'incarne parce qu'il a la légitimité d'avoir été le premier à dire il faut quitter l'Union européenne, et puis il a quand même cette relation, entre guillemets, de proximité avec Trump qui lui permet de dire je suis le meilleur allié de la Maison-Blanche. Et Gilles Gresseny, l'Europe a l'air plutôt très encline à ce changement de pied. Elle tend la main au Royaume-Uni presque sans rancune. Elle a raison de la jouer comme ça ? Je pense vraiment, encore une fois, on est passé à autre chose. Et donc, on est face à un monde qui est très différent. Il y a une question de sécurité qui aujourd'hui se pose d'une manière beaucoup plus urgente. Ça a été déjà rappelé. Donc, c'est un peu naturel et normal, effectivement, d'essayer de faire un reset. Et pour aller un petit peu plus loin, Gilles Gresseny, on peut imaginer que dans 5, 7, 10 ans, le Royaume-Uni revienne au sein de l'Union européenne ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Londres dit c'est fini, on ne va pas rouvrir à nouveau ce chantier, ce dossier est fini. Évidemment, la promesse du Brexit, c'était qu'un Royaume-Uni souverain, isolé et unique aurait été un Royaume-Uni global, planétaire, capable d'influer sur le reste du monde. On voit que ce n'est pas le cas. Donc se reposera effectivement cette question, et effectivement, chaque génération aura par la suite à répondre. Voilà. Et la géographie est très têtue, et le Royaume-Uni, malgré tout, reste à peu près là. Et, il faudra faire avec. Jamais, ou sait-on jamais, peut-être. On ne sait pas, Pierre Kroll. Ben oui, c'est une longue histoire d'amour compliquée, le Royaume-Uni et l'Europe. Donc rappelons que c'est quand même le Royaume-Uni qui a obtenu le divorce. Mais maintenant, ici, je fais dire à Keir Starmer, à Ursula von der Leyen, peut-être qu'on pourrait tenter un rapprochement. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan, Pierre Kroll. Jean-Mathieu, vous avez regardé, comme chaque semaine, la télé des autres. Cette semaine, vous avez regardé la télévision russe, qui nous dévoile une sorte de Vladimir Poutine intime. Et oui, pour célébrer les 25 ans de l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Déjà, je sais, ça fait un chaud au cœur. La première chaîne du pays a diffusé un documentaire qui nous a permis de trouver le bon mot pour définir l'hôte du Kremlin, la modestie. Помогай вам Бог и дальше нести то служение, которое сам Бог на вас возложил, с любовью к Отечеству. Ну а мы будем и дальше молиться, дабы Господь помогал вам достойно возглавлять великое Отечество, Русь святую. Voilà, sobrement intitulé « Russie, Kremlin, Poutine, 25 ans ». Ce documentaire de près d'une heure est une rencontre entre Vladimir Poutine et Pavel Zaroubine, qui est journaliste politique, qui est accrédité au Kremlin, qui a été spectateur russe, connaissent très bien. Grâce à lui, nous allons au plus près de quoi? Du président? Ah non. Du chef de guerre? Non plus, mais plutôt de l'homme, Vladimir Poutine. Et oui, au plus près de l'homme, le documentaire commence, il est 1h du matin, dans le Kremlin. Vladimir Poutine n'arrête pas dans les réunions, il va s'interrompre. Et là, il va aller voir le journaliste pour l'amener dans une déambulation dans le palais moscovite. On y découvre la salle à manger du président. On y découvre le lit de camp du président, mais surtout un endroit inconnu du grand public, la cuisine. Et oui, Vladimir Poutine a une cuisine et comme nous, il sait ouvrir le frigo. Кефирчик могу, кефирчик. Буду, если можно, спасибо большое. Ряженка есть. Что вы предпочли? Кефир, хорошо. Спасибо большое. Ah, et l'intimité jusqu'au bout. En tout cas, des scènes comme celle-ci sont nombreuses dans le documentaire. On a le droit à la salle de gym de Vladimir Poutine. Également, la pièce la plus personnelle, ça, c'est la chapelle de Poutine au Kremlin. Alors, si en France, nous avons l'émission Ambition intime, en Russie, c'est plutôt propagande intime. On y apprend la haute estime que Vladimir Poutine porte à Donald Trump, mais surtout, la guerre en Ukraine est omniprésente au détour d'un couloir, d'une confession sur canapé. Eh bien, le maître du Kremlin parle aux journalistes et il développe une nouvelle fois le narratif de la Russie agressée par l'OTAN du pouvoir de Kiev en pleine dérive. L'armée de Vladimir Poutine serait présente sur le sol ukrainien pour apporter la paix. Comme le monde, vous allez le voir, ce clip inséré dans le documentaire sur la reconstruction de Mariupol. Mariupol, c'est la ville de l'Est de l'Ukraine occupée par la Russie depuis mai 2022. Enfin, si l'on en croit ces images, plutôt libérée, bien sûr, depuis mai 2022. Начали делать дороги, отстраивать какие-то здания новые, площадки, лавочки, и город начинает оживать. Просто вот глаз отдыхает. То есть нас, Москва, цивилизацию тянет. Люди уже начинают верить, что мы не забыты. Voilà, l'impact de ce type de programme sur la population est difficile à évaluer, mais dans un pays où les médias ont été forcés à l'exil, on peut imaginer que la propagande est assez efficace. Alors, inutile,
je le vois inquiet, de s'en faire pour l'avenir de Vladimir Poutine. Hein. Il sait qu'un jour, eh ben, il ne sera plus là, il nous l'a dit dans le documentaire. Alors qui pour lui succéder? Eh bien, figurez-vous que c'est le peuple lui-même qui choisira, mais bon, s'il peut aider, il est toujours là, Vladimir. Конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны. Voilà, pas des plus rassurants, mais au moins on aura vu la cuisine de Vladimir Poutine, et ça c'est l'histoire. Il a 72 ans, Vladimir Poutine, qui est Evan Korgestani. Ça veut dire que, alors là, il nous parle peut-être de succession. C'est possible? Quand il ne sera plus de ce monde, je pense. Vous imaginez qu'il puisse imaginer quelqu'un justement lui succéder, un homme comme Vladimir Poutine? C'est très étonnant de voir ça, parce que c'est vrai qu'il n'est pas du tout dans l'optique de, par exemple, préparer un successeur, se dire, moi, je vais continuer par le prochain en ayant un sorte de dauphin clair. Aujourd'hui, il y a Vladimir Poutine et il y a les gens qui travaillent pour Vladimir Poutine, et c'est tout. Mais c'est ça, il semble même, Guy Meili, à travers ces quelques mots, envisager un choix démocratique après lui. Il dit qu'il pourrait y avoir plusieurs candidats. Il découvre la démocratie. Bon, c'est la réponse. C'est comme quand en interview avant en vue d'un poste, qu'on dit que notre seul défaut, c'est qu'on aime trop le travail. Trop parfait. Je pense que désigner un successeur va à l'encontre de la logique profonde de son régime. C'est impossible. Au moment où il y a quelqu'un d'autre, c'est la chute de... Ça veut dire qu'il n'existe plus. Et à propos de régime, justement, plongeons dans le frigo de Vladimir Poutine avec Éric Truand. Oui, alors effectivement, un président intime, un président simple, comme tous les Russes. Deux choses dans le frigo, du kéfir, qui est la boisson traditionnelle russe, et du novichok. Merci Éric. C'est l'heure maintenant d'accueillir notre invité du samedi. Géraldine Fasnacht est une sportive suisse de l'extrême, une championne qui cultive l'amour du risque, sa passion, se jeter dans le vide du haut d'une falaise ou de la tour Eiffel avec un parachute, dévaler des pentes vertigineuses en snowboard, survoler des chaînes de montagne portées par un costume ailé. Autant d'exploits que vous préparez minutieusement, qui vous ont valu le surnom de Femme Oiseau. La Femme Oiseau, c'est le titre de votre livre paru chez Artaud, Au-delà des sommets, la liberté attire d'elle. Parmi toutes ces disciplines, Géraldine Fasnacht, vous sautez, vous planez avec un costume ailé. On va voir des images aussi. Oui. Racontez-nous un petit peu ce que c'est que cette discipline. En fait, la wingsuit, moi j'ai commencé pour avoir plus de marge de sécurité en base jump. Donc le base jump, c'est partir d'un point fixe avec un parachute, mais on tombe très proche du mur, très proche du relief. Et en fait, il y a 20 ans, quand j'ai découvert la wingsuit, je me suis dit, en fait, ce costume pourra m'aider à m'éloigner du mur pour ouvrir mon parachute. Donc là, vous n'avez pas, évidemment, pas de moteur, pas de... Voilà, c'est pas... Vous avez juste ce costume. Vous shootez à quelle vitesse, là, à peu près? Ça dépend les ailes qu'on utilise, mais c'est plus ou moins à 180 km/h. On dit « speed is your friend ». Plus on a de vitesse, plus on est en sécurité. Et vous avez un parachute, hein, au moment pour l'atterrissage. Oui, un petit parachute qui s'ouvre. Qui s'ouvre, oui. Oui, vaut mieux. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous jetez dans le vide? Parce que j'aime la montagne et que j'ai envie de... On peut l'aimer, non, en la regardant. On peut la regarder, oui. On peut la regarder. En faisant des balades, non? Non, pour moi, j'ai grandi dans la montagne et c'est ma manière à moi de pratiquer la montagne. C'est vrai que monter au sommet du Cervin mais redescendre à pied, ça m'a jamais vraiment parlé. Par contre, voler à la descente ou tracer des lignes en snowboard, oui. Et vous n'avez jamais peur? Et heureusement, j'ai peur. Et je pense que ça, c'est vraiment important de cultiver sa peur et d'avoir les pieds sur terre pour faire ce genre de sport. Mais ce premier saut, quand même, en wingsuit, du haut d'une montagne, il y a un moment, même si c'était pour aller mieux en base jump, pour avoir davantage de facilité, quand même, vous en rappelez de ce premier saut, non? Oh oui. Mais il était terrifiant ou pas? On commence par des sauts en parachutisme, d'avion. Et ensuite, on commence par des sauts faciles sur des ponts. Et après, parce que facile sur un pont, déjà, c'est pas facile pour nous. Hein. Un pont, on n'a pas de mur autour de nous, donc c'est sans risque. Vous préparez quand même minutieusement quand vous faites ça. Comment c'est... Ça fait 20 ans que je pratique. Maintenant, j'ai commencé en 98 le parachutisme. Et c'est uniquement après plus de 300 sauts de parachutisme que j'ai commencé le base jump. Et puis, vous racontez toutes ces aventures fascinantes, ces sauts incroyables. Et puis, il y a des drames aussi que vous racontez. Oui. Vous en avez vécu, et un en particulier. Vous avez perdu, il y a presque 20 ans, votre mari, justement, à l'occasion d'un saut qui lui a été fatal. Hein. Vous sautiez tous les deux. Et... C'était en parapente, ouais. En parapente. En volet en parapente.
quand vous avez vécu ça, ce drame, ça vous a pas fait hésiter? Vous n'avez pas eu envie d'arrêter, justement, à ce moment-là? Bien sûr. De toute façon, on se pose des tas de questions. J'ai perdu mon frère shooté par une voiture. C'était dramatique. Ce qu'on se dit après tout ça, en fait, c'est que bien sûr, on a envie de tout arrêter. On n'a juste même plus envie de se lever de son lit. Mais si j'arrêtais la montagne, je pense que je perdais tout. Et la montagne m'a aidée à reprendre l'élan dans ma vie. Elle m'a redonné envie de vivre, en fait. Et pour moi, c'était vraiment mon oxygène. Et c'est cette montagne qui m'a inspirée, m'a donné envie de recommencer. Et vous avez un petit garçon aujourd'hui, et si demain il vous dit « Maman, je vais sauter », vous faites comment? Vous répondez quoi? Je vais l'accompagner, parce que j'ai envie qu'il pratique le mieux possible, mais avec aussi les bonnes alertes, les bonnes approches. Il vous regarde déjà maintenant, là? Oui, il me regarde, je l'emmène, mais pour lui, c'est naturel de voir maman voler, parce qu'il m'a toujours vu voler. J'ai volé avec lui dans mon ventre jusqu'à 6 mois de grossesse. Pour lui, c'est naturel. Merci, Jeanne Fasnard, d'être venue partager avec nous vos aventures de femme oiseau, c'est Charteau. Puis vous avez vu que vous avez donc un volontaire pour vous accompagner. Bien sûr, un compatriote volontaire. Demain, il est prêt. Bon vol, Richard. De surcroît, il paraît que lorsqu'on vole, on fait des rencontres, n'est-ce pas, Pierre Kroll? Écoutez, c'est tellement extraordinaire. Qu'est-ce que vous vouliez que j'ajoute avec un dessin? Donc, puisqu'on vous l'appelle la femme oiseau, j'ai imaginé que les oiseaux, ici un condor, étaient aussi tombés sous votre charme. Vous nichez chez vos parents, vous mangez le condor. J'adore. Le dessinateur Aurel explore l'histoire des civilisations méditerranéennes. Cette mer kaléidoscope, c'est aux éditions Futuropolis. Bonsoir Aurel, bienvenue à vous. C'est un ouvrage qui est nourri de recherches, d'échanges aussi avec les plus grands spécialistes de l'espace méditerranéen. Le déclic de ce travail, Aurel, c'est la crise migratoire qui a commencé maintenant il y a 10 ans avec ces milliers de Syriens fuyant la guerre. C'est ça qui vous a conduit à avoir l'envie de raconter cette Méditerranée, justement? Oui, c'est entre autres ça, mais c'est toujours un faisceau d'envie, un faisceau de petites informations, de petites intuitions qui mènent à ça. Mais c'est vrai que, comme je raconte dans l'album, une discussion avec un ami archéologue me raconte que ce qu'on voit à la télé à l'époque, il est espagnol, on était en Espagne, on voit à la télé ces migrants qui essayent de fuir la Syrie par tous les moyens. Et ce qu'il me dit, il est spécialiste de l'agriculture, et il me dit, c'est notable à quel point les chemins suivis par les migrants aujourd'hui, qui n'ont pas d'autres moyens que ça, que leurs jambes pour fuir, sont les mêmes qu'a suivi l'agriculture il y a des milliers d'années. Et donc à partir de là, de toutes ces envies, de toutes ces intuitions, il y a tout de suite un pont temporel qui se crée et qui me donne envie d'explorer, de creuser plus tout ça. Le titre de votre bande dessinée, c'est, vous l'avez dit, Renaud, Méditerranée, histoire d'un continent kaléidoscope. Pourquoi un continent, la Méditerranée? Alors, c'est un mot qui est employé par Fernand Braudel et qui est aussi employé par Louis-Jean Calvé, qui est linguiste, que j'interviewe dans la BD. J'ai trouvé que c'était un beau terme, c'est-à-dire que quand j'ai dit qu'il y avait un faisceau d'intuition, d'envie, il y a cette approche d'imaginer une sorte d'unité. Alors on voit dans la bande dessinée que c'est remis en cause, mais que, en tout cas, de mon point de vue méditerranéen, j'ai envie de voir une unité dans la Méditerranée. Et cette idée de continent, elle illustre bien. Elle prend à contre-pied l'image qu'on se fait de ces 3 continents qui bordent une mer. Mais penser la mer comme un continent, tout de suite, ça éclaire. C'est un voyage culinaire aussi autour de la Méditerranée, cet album. Au-delà de vos goûts personnels et de votre appétit pour le sujet, si j'ose dire, ça raconte quelque chose de particulier, justement, la cuisine méditerranéenne, les cuisines méditerranéennes. Qu'est-ce que ça raconte d'après vous et qu'est-ce qui peut peut-être là aussi les relier, justement, ce continent culinaire? Dans ce faisceau d'intuition que j'avais en m'interrogeant sur ma propre méditerranéité, entre guillemets, il y avait cette question du panier méditerranéen, des fruits, des légumes qui sont en commun sur tout le pourtour méditerranéen. L'huile d'olive. Et l'huile d'olive, donc les lie tous. Là. Exactement. Et donc de ce panier commun, on voit à la fois une communauté et un tas de déclinaisons, puisqu'il y a des correspondances, des cousinages entre les différents plats. Donc ça me semblait être un bon fil à tirer pour parler de cette communauté, en même temps cette diversité. Et on s'aperçoit très vite aussi, quand on creuse dans l'histoire, que ce qui constitue le panier méditerranéen ne vient pas forcément de Méditerranée. Donc c'est vraiment un carrefour, y compris sur le culinaire. Exactement. Vous parlez de la cuisine, vous parlez de l'histoire, et en fait, en gros, vous dites, nous sommes tous méditerranéens, finalement. Même justement, Renaud parlait des gens du Nord, justement, c'est-à-dire vraiment, en France, d'après vous, on est tous méditerranéens?
Je pense qu'il y a une influence méditerranéenne. Il y a quelque chose de très intéressant que dit Patrick Boucheron, c'est qu'à un moment donné, l'histoire française a basculé à une époque, à l'époque de Charlemagne, grosso modo. Elle est basculée de la Méditerranée à quelque chose de plus nordiste. Et c'est vrai que nous, dans nos livres scolaires, on nous parle plus des rois de France à Paris, mais à une époque où la grande ville était encore méditerranéenne. Figurez-vous qu'on en a un de méditerranéen sur le plateau, Ron Rosé Dorado. Qui apprécie l'huile d'olive, notamment, même s'il n'est pas spécifiquement espagnol. Mais vous parlez justement d'un seul continent et des plusieurs Méditerranées. La question que j'ai, c'est est-ce que ces Méditerranées peuvent se réconcilier? Est-il possible de réconcilier ces Méditerranées en un seul continent? Alors, si j'avais la réponse, je pense que je serais riche et célèbre. Mais je crois que l'idée justement du kaléidoscope, elle est très intéressante, et c'est l'idée portée par Guillaume Calafa, l'historien spécialisé en Méditerranée dans le livre, même si je le titille un peu parce que j'essaye d'aller plus vers une unité, mais de dire ce qui fait la richesse de la Méditerranée, c'est justement toutes ces différences rassemblées dans un si petit endroit du globe, et tout le bien qu'on peut en tirer, ce qu'on peut en retirer, c'est de se dire on peut être très différents, mais apprendre à vivre ensemble quand même, et que ça s'est jamais très bien passé. Mais un mot. Est-ce qu'en arabe, c'est vraiment la mer tout court? Parce que c'est sur votre chemise. Oui, c'est marqué la mer Méditerranée, mais en fait en arabe ça se dit la mer blanche du milieu, ça se dit pas la mer Méditerranée. C'est un mix entre le français. D'innombrables appellations au fil de l'histoire d'ailleurs. Et justement, Éric Truand, ça vous a inspiré? Oui, alors moi j'ai une solution pour réconcilier les Méditerranées, une solution culinaire. Faites de l'houmous, pas la guerre. Eh ben voilà, quelle bonne idée. Katia Boudoyan, installez-vous. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes directrice de l'Institut du monde arabe de Tourcoing qui a ouvert ses portes en 2016, je crois. Et on entend derrière nous la chanson de Daman El Arachi popularisée par Rachida. C'est Rachida qu'on entend là, Ya Raya. Alors vous présentez à Lima de Tourcoing actuellement une exposition rythmée, ensoleillée sur l'histoire du rail. Donc cet extrait de Rachida, eh bien c'est un rail très connu dans le monde entier. Cette musique venue d'Algérie qui a traversé la Méditerranée, pas que, c'est allé aussi aux États-Unis il y a quelques années. Alors l'expo s'appelle Ya Raï. C'est justement, alors en hommage à Ya Raya, cette chanson de Rachida, ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Ya Raï, c'est le rail, en fait, qui est le nom de ce courant musical, qui veut dire l'opinion, qui veut dire la vie. Parce qu'en fait, la musique raï, c'est une musique d'expression. Donc ça veut dire, je m'exprime, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à vous raconter. Donc c'est l'exposition. Et Ya Raï, c'est une expression en algérien, voilà, qu'on dit aussi fréquemment. C'est vraiment un chant qui va exprimer les douleurs des femmes, mais aussi des hommes, et qui va s'exprimer comme ça très régulièrement. Des chants de résistance aussi, de révolte. Beaucoup de chanteurs de raï ont été assassinés pendant la période sombre en Algérie dans les années 90. Et là, cette semaine même, Kamel Daoud dit que la chasse aux chanteurs de raï s'intensifie en Algérie. C'est ce qu'il dit dans Le Point cette semaine. C'est toujours vu par le pouvoir de manière méfiante. Le pouvoir est méfiant vis-à-vis du raï. Il a toujours été, parce que c'est un chant de révolte. Alors, le raï est désormais institutionnalisé en Algérie. Il y a des festivals de raï. Le raï est une musique à l'honneur. C'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas. Bien que c'est un courant musical qui a été plébiscité par les Algériens, par le peuple algérien, et il a traversé aussi la Méditerranée pour aussi être l'incarnation en fait des jeunes dans les quartiers populaires qui se retrouvaient dans cette musique. Voilà. Donc. Et puis à un moment, le raï s'invitait aussi dans le top 50 français. Ouais. Et c'est ça qui est incroyable. Tout à l'heure, Benjamin en parlait. Ya Raya, c'est vrai qu'on l'a découvert comme ça. Ce fameux concert 1, 2, 3 Soleil à Bercy avec Faudel, Rachida et également Khaled. Là, on l'a vu. Est-ce que c'est vraiment, là, ce concert 1998, c'est le climax, le zénith, en fait, du raï en France? Exactement, c'est le 26 septembre 98. C'est que paradoxalement, c'est l'acmé du raï en France, mais c'est aussi en fait le signe de la fin de ce grand moment du raï en France, qui va ensuite se replier en Algérie. Mais quand même, 1, 2, 3 Soleil, c'est 2,5 millions de disques vendus. C'est Bercy qui est complètement rempli. En fait, on a tous quelqu'un qui a acheté le disque 1, 2, 3 Soleil parmi nous. C'est un courant musical
qui vit encore aujourd'hui. Tout à fait. Ce qui est intéressant dans ce genre musical, dans la musique rail, c'est que c'est un courant qui s'est réinventé stylistiquement, en fait, à chacune de ces périodes, en se nourrissant des influences, à la fois peut-être des mélopées orientales, mais aussi occidentales, et puis du rock aussi. On citait Rachita, qui est un rocker avant d'être un railleur. Donc voilà, c'est tout ça le rail. Merci beaucoup Katia Baudoyan. Votre exposition, cette exposition, Yaraï, une histoire du rail, se tient donc à l'Institut du monde arabe de Tourcoing jusqu'au 27 juillet prochain. Donc on a du temps, allez-y. Et on va regarder un dessin de notre ami Nicolas Vado, très rythmé aussi. Oui, puisqu'on parlait des ponts du mois de mai, moi j'ai imaginé plutôt un pont culturel. Voilà. Ouais, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Paula Purin-Hari, bienvenue comme chaque semaine avec vous ce soir. Nous allons donc méditer un peu et ce soir, avec vous, on va faire tourner les serviettes parce que vous nous ouvrez votre jardin secret, Paula Purin-Hari. Votre truc à vous, votre passion, ce sont les chansons paillardes de Patrick Sébastien. Mais oui, passion patoche. Renaud, évidemment, son nouvel album qui s'appelle Olé, Osé récolte quand même 28 millions de vues en 17 jours. Alors l'album a un sous-titre, chanson très crue, inédite et interdite. Il fait sensation donc sur les plateformes. Il faut dire qu'il pose des questions ô combien existentielles. Est-ce que tu l'as vu mon cul? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu mon cul? Est-ce que tu l'as vu? Amis de la poésie, bonsoir. On le croyait relégué aux oubliettes du kitsch. Eh bien non, il est bien vivant, n'en déplaise aux grincheux, comme il nomme tous ses détracteurs, à 71 ans. Après donc avoir fait tourner les serviettes, il revient avec des futurs tubes de l'été dont il a le secret, comme la quéquette à Raoul. Et quand on souffle dans la quéquette à Raoul, ça fait tourner. Voilà, musique poète-poète, chorégraphie pour remuer le popotin et paroles servies bien crues. Alors le chanteur assume tout à fait, je sais bien, c'est vulgaire, mais c'est de la provoque pour rigoler. C'est une chanson à la con qui n'a ni queue ni tête. Vous avez remarqué, Renaud, quand même, dans cette dernière phrase, 2 mots à caractère sexuel. Et notre philosophe ajoute, l'actualité est tellement anxiogène en ce moment. Donc ce registre paillard, à vous écouter, aurait des vertus sociales? Oui, ça agit un peu comme une soupape de décompression collective. C'est scientifiquement prouvé. Chanter ensemble des textes transgressifs, eh bien, ça fait chuter le taux de cortisol, à savoir l'hormone du stress. Et en brisant les règles de la bienséance, eh bien, l'humour grivois pourrait avoir un effet libérateur. En fait, on hurle nos pulsions tabous, enfouies dans un grand éclat de rire collectif. Après, c'est purgé, on passe à autre chose, on retourne au quotidien. Alors ça remonte à quand ? Eh bien, au Moyen-Âge, à la Renaissance, elles étaient chantées dans des fêtes populaires, dans des tavernes, par les soldats. Au XVe siècle, c'est le poète François Villon qui a largement contribué au répertoire. Et aujourd'hui, eh bien, ce sont des étudiants en médecine qui reprennent le flambeau avec des recueils comme Le Bréviaire du Carabin. Alors, selon le sociologue Julien Damon, qui a donné une interview au magazine Le Point, il y aurait une âme française de la pignolade. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que la grivoiserie peut même se cacher dans des comptines pour enfants, comme avec cette célèbre contrepétrie anticléricale. Voilà, il court le furet, ou plutôt il fourre le curé, ou encore Nous n'irons plus en bois, qui évoque la fermeture des maisons closes. La gauloiserie est donc un sujet très sérieux en France. La preuve avec le célèbre chanteur Francky Vincent, des Fruits de la Passion, qui a été décoré en 2022 chevalier des arts et des lettres. Bon, je ne sais pas pour vous, mais vous avez le sourire. Oui. Bah, moi aussi, voilà. Merci à vous. On ne doit pas s'ennuyer chez vous le samedi soir avec vos amis Patoche, Raoul et les autres. Voilà. Merci Paula. Un dessin de Dortland Schulz. Est-ce que tu l'as vu, mon cul? Est-ce que tu l'as vu? Ah, toujours la guerre, Cécile, les taxes là. Ah bah on a bien besoin de rigoler un peu. Que faire en cas d'attaque de kangourous? Les kangourous sont avant tout rigolos. Ils sautillent comme des idiots, ils ont des petites poches à bébé et ils mangent de l'herbe comme de très très gros lapins. La chose que l'on sait moins, c'est que malgré tout cela, ce sont aussi des animaux dangereux. Intéressant. Et oui, les kangourous mâles peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres de haut. Ils ont souvent des gros pecs, des gros biceps, des griffes ultra longues, et ils se servent de tout cela pour se mettre sur la gueule entre eux, pour tenter de noyer les chiens qui les énervent, et aussi, s'ils se sentent menacés, pour attaquer des êtres humains. Tout cela leur a valu le surnom de gladiateurs végétariens. Alors que faire si vous êtes confronté à un kangourou énervé? Eh bien tout d'abord, il ne faut pas s'enfuir en courant, parce que vous serez battu. Un kangourou peut se déplacer à 60 km/h, faire des bonds de 8 mètres de long, et il est même capable de vous frapper avec ses gigantesques pattes arrière, tout en sautant.
N'essayez pas non plus de vous faire le plus grand possible, car cela donnera encore plus envie au kangourou de vous casser la gueule. Non, le mieux à faire, c'est de vous soumettre complètement. C'est-à-dire vous auto-humilier devant lui comme l'humain ridicule que vous êtes. Faites-vous petit, baissez la tête, et puis lâchez éventuellement une petite toux humble, genre... C'est de cette façon que les mâles kangourous dominés montrent leur respect aux dominants, et cela peut permettre d'éviter le combat. Il y a quelques années en Australie, un monsieur avait attaqué un kangourou qui retenait son chien en otage. Il s'en était bien sorti, mais si le kangourou avait décidé d'utiliser son coup ultime, à savoir frapper avec ses pattes arrière, le monsieur aurait pu avoir l'abdomen déchiré et mourir sur le gazon d'une triste hémorragie. Intéressant. Merci de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouverez le bondissant et estival Jean-Mathieu Pernin à 20h05. Et on se quitte en musique avec un clin d'œil à notre invité femme oiseau, fait comme l'oiseau, Michel Fugain. Bon week-end. Tchuss.